Avant que l'histoire ne commence, prends une seconde pour t'abonner. Ici, nous explorons les dossiers les plus dérangeants et les vérités que personne n'ose raconter. Si tu es prêt à entendre ce que certains auraient préféré garder enterré, abonne-toi maintenant. Le vent salé fouettait les rochers de l'archipel de Saint-Mathieu lorsqu'on retrouva, par hasard, ce qui restait du groupe de touristes disparus. Ce n'était pas une découverte prévue. Un pêcheur local, attiré par une odeur étrange mêlant algues et pourriture, avait décidé d'accoster sur l'île interdite, une île que les habitants appelaient depuis des générations l'île du vendredi. Ce qu'il vit fit reculer même les plus anciens marins du village. Sur le sol sablonneux, au milieu d'ossements blanchis par le sel et le soleil, se trouvait un homme vivant, hagard, les yeux perdus, la peau collée aux os, comme s'il n'avait plus vu la lumière depuis des mois. Il ne donna d'abord qu'un seul murmurant mot, dans un souffle brisé. « Pardonnez-nous !» Cet homme s'appelait Elias Durand, 32 ans, le seul survivant de ce qui allait devenir l'une des affaires les plus énigmatiques et dérangeantes jamais enregistrées par la police française. Selon le dossier, ils étaient 6 à être partis en excursion, un vendredi matin, pour un séjour de 2 jours. L'île était officiellement déserte, déclarée zone protégée depuis 1987 pour raisons écologiques. Mais les habitants racontaient une autre histoire. Chaque vendredi, l'île réclamait quelque chose ou quelqu'un. Dans la petite salle d'interrogatoire de la gendarmerie de Brest, Elias tremblait, les mains serrées sur un gobelet d'eau qu'il ne buvait pas. Les enquêteurs, l'enregistreur posé devant lui, attendaient. Il gardait le silence depuis des heures, juste assis, les yeux fixés sur ses propres mains, comme s'il redoutait qu'elles se mettent à agir seules. Puis, lorsque la nuit tomba, il releva enfin la tête et dit d'une voix calme, trop calme. « Vous ne comprendrez pas. Personne ne peut comprendre sans y être allé. Ce n'était pas humain. » Les inspecteurs échangèrent un regard. Le commandant Lefebvre, réputé pour son flegme, prit la parole. « Nous voulons seulement la vérité, monsieur Durand. Qu'est-ce qui est arrivé ?» Elias ferma les yeux. Sa respiration s'accéléra, comme si ses mots étaient lourds, brûlants. Il inspira lentement, puis commença. « Le premier soir, tout allait bien. Mais à minuit, tout a basculé. On a entendu des bruits, des voix. Pas des voix humaines. » Sa main se mit à trembler. Je ne parle pas de cris ou de murmures. C'était comme si quelqu'un imitait nos propres voix. Comme si l'île connaissait nos noms et voulait nous séparer. Et c'est là que tout a commencé. Il fit une pause, les yeux vides. Le matin suivant, il ne restait plus que 5 d'entre nous. Lefebvre fronça les sourcils. « Un de vos amis s'est perdu ? Vous avez cherché ?» Elias éclata d'un rire nerveux, trop aigu, presque enfantin. « Perdu ? Non. Il n'a pas été perdu. Il a été choisi. » Il se pencha en avant, ses doigts crispés contre la table métallique. « Sur cette île, on ne se perd pas. On est pris. » Un silence glacial envahit la pièce. Ce n'était que le début de son récit. Et plus Elias parlait, plus une vérité troublante, inimaginable, semblait émerger, une vérité que les enquêteurs allaient regretter d'avoir demandée. Il faut comprendre. On n'était pas venu là pour braver un interdit ou jouer aux explorateurs. C'était censé être un simple week-end entre amis. Elias parlait d'une voix presque docile, comme s'il récitait une histoire qu'il s'était déjà racontée 1000 fois. Ils étaient 6. Elias, Camille, Jonas, Maëlys, Hugo et Sarah. Un groupe soudé, du moins en apparence. L'île n'était qu'un prétexte, un échappatoire pour oublier une semaine épuisante, un lieu isolé où personne ne les dérangerait. Tout a changé quand le soleil est tombé. Il décrivit ce moment avec une précision presque malsaine. La lumière orangée avait lentement glissé derrière les falaises, étirant les ombres jusqu'à déformer leurs silhouettes. Le feu de camp crépitait, et tous riaient encore. Mais l'île, elle, semblait retenue, silencieuse, à l'écoute. C'est Sarah qui a entendu la première voix. Elle s'est retournée brusquement. Elle a juré qu'on l'avait appelée par son prénom, depuis la lisière des arbres. Les autres avaient ri, imaginant une plaisanterie. Puis la voix était revenue. Cette fois, ils l'avaient tous entendue. Une voix douce, presque affectueuse, qui murmurait « Maëlys, viens ». Lefebvre s'était redressé. « Vous insinuez que quelqu'un d'autre se trouvait sur l'île ?» Elias hocha lentement la tête. « Oui. Ou quelque chose. Et le pire, c'est que la voix était parfaite. C'était exactement la voix de sa mère. » Il enfonça ses ongles dans sa paume, comme pour s'empêcher de trembler. Comprenez-vous ce que ça fait d'entendre la voix de quelqu'un que vous aimez dans un endroit où elle ne peut pas être ? On perd la raison. On sait. Maëlys avait quitté le feu sans un mot, hypnotisée, comme tirée par un fil invisible. Il l'avait rattrapée juste avant qu'elle ne disparaisse entre les arbres.
Elle résistait, répétant d'un ton monotone « Elle a besoin de moi, elle a besoin de moi ». Ce soir-là, personne n'avait dormi. Ils s'étaient regroupés dans une seule tente, serrés, surveillant l'obscurité comme si elle respirait. Au matin, Jonas n'était plus là. Il n'y avait aucune trace de lutte. Juste son sac ouvert, comme s'il avait fait ses valises et décidé de partir seul. Mais la réalité fut bien plus étrange. Dans le sable, autour de l'emplacement du campement, on trouva 6 cercles, tracés avec des coquillages, parfaitement symétriques, comme un rituel qui les attendait déjà. Il y en avait désormais un vide. Lefebvre fronça les sourcils. Vous insinuez que quelqu'un vous observait dès votre arrivée? Non. Pas quelqu'un. L'île. Cette phrase flottait encore dans l'air quand Elias reprit, d'une voix enrouée. Jonas, nous ne l'avons revu que 2 jours plus tard. Mais il n'était plus lui-même. Il parlait avec une obsession, avec faim. Le mot glissa, lourd, dérangeant. Un silence s'installa. Les enquêteurs se regardèrent. Le terme avait été prononcé, mais Elias n'avait donné aucun détail. Il semblait lui-même redouter le mot qu'il venait d'utiliser. Il ajouta aussitôt, presque suppliante. « Je peux continuer, mais je dois savoir, vous êtes prêt à entendre la suite? Parce qu'une fois que vous l'aurez entendu, vous ne dormirez plus comme avant. » Le commandant, d'une voix ferme, répondit. « Continuez. Dites-nous tout. » Elias prit une longue inspiration. Ses yeux se perdirent un instant dans un coin de la pièce, comme s'il revivait la scène, comme si l'île était encore là, derrière lui, prête à l'engloutir de nouveau. « Très bien. Je vais vous raconter ce qui s'est passé la nuit suivante. Celle qu'on appelle le vendredi. La nuit où l'île choisit vraiment. » Lorsque le mot « vendredi » quitta les lèvres d'Elias, un frisson invisible parcourut la salle d'interrogatoire. Même l'enregistreur sembla grésiller, comme si l'air s'était épaissi. Nous pensions que la première nuit avait été la pire. Nous avions tort. Le vendredi, l'île se réveille. La journée s'était pourtant déroulée sans incident majeur. Le soleil brillait, presque trop vivement, comme si rien de ce qui s'était passé la veille n'avait existé. L'île paraissait accueillante, apaisée, hypocritement paisible. C'est ce calme qui nous a détruits. Parce qu'il nous a fait croire que tout n'était qu'un délire collectif, un excès d'adrénaline. Mais un détail les troubla. En explorant brièvement la plage, ils constatèrent que les cercles de coquillages avaient changé pendant la nuit. Ils étaient désormais 5. L'un de moins. Correspondant à Jonas. L'île comptait pour nous. Vers midi, alors qu'ils cherchaient des traces de Jonas, Hugo hurla. Les autres accoururent. Il tenait entre ses mains un objet que personne ne voulait voir là, la montre de Jonas, encore réglée à l'heure exacte de sa disparition. Camille voulut rebrousser chemin immédiatement, mais aucun bateau ne revenait que le dimanche. Ils étaient piégés 2 jours à tenir. Le soleil baissa, l'ombre s'étira, et l'angoisse ressurgit. Cette fois, nous n'avons pas attendu la nuit pour ressentir la présence. On se sentait observé. Pas par un animal, ni par un humain, par l'île elle-même. Comme si le sol avait des yeux. Lorsque l'obscurité tomba, ils décidèrent de rester éveillés, une lanterne allumée au centre du camp, chacun armé d'un bâton ou d'un objet quelconque, dérisoire face à l'inconnu. Puis ça commença. Un chant. Bas, presque mélodieux. Une voix qui s'élevait des arbres, répétitive, douce comme une berceuse. Une voix qui imitait celle de Jonas. « Laissez-moi revenir » murmurait-elle. Maëlys se mit à pleurer, les mains sur les oreilles. Ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Mais Hugo, lui, fixait la forêt avec des yeux grands ouverts. Si c'est Jonas, on ne peut pas le laisser seul. Elias secoua la tête dans son souvenir, les lèvres serrées. L'île savait exactement comment nous diviser. Elle prenait notre plus grande faiblesse et l'utilisait contre nous. Les feuilles bougèrent. Des pas. Lents. Approchant. Quelqu'un ou quelque chose s'arrêta juste au bord du cercle de lumière créé par la lanterne. On ne voyait qu'une silhouette. Immobile. Comme une statue humaine. Sarah murmura d'une voix étranglée. « Jonas !» La silhouette fit un pas en avant, et le visage entra dans la lumière. Elias déglutit, la gorge sèche. C'était lui. Oui. Mais il n'était plus. Jonas. Son regard était vide, affamé, fixé sur nous comme si nous n'étions plus ses amis, mais sa solution. Il n'avait pas l'air blessé. Pas perdu. Il souriait. Un sourire trop large, trop immobile. Il nous a parlé d'une voix calme. Il a dit que l'île lui avait montré la vérité. Qu'on devait accepter, ou disparaître. Camille tenta de s'approcher de lui, mais Hugo la retint. Alors Jonas prononça une phrase qui colla la terreur au cœur de chacun.
Ce soir, l'île choisit encore. Et il vaut mieux être du bon côté. Puis il fit demi-tour, retournant dans l'obscurité avec une lenteur presque théâtrale. Personne n'osa prononcer un mot. La lanterne vacilla. Et dans la pénombre, un second chant débuta. Cette fois, plusieurs voix. Comme si Jonas n'était plus seul. C'est cette nuit-là que tout a basculé. Le vendredi. La nuit des choix. La nuit où l'île réclame. Elias prit sa tête entre ses mains. Sa respiration se fit haletante. Vous ne comprenez pas, l'île ne voulait pas nous tuer. Elle voulait nous transformer. Dans la salle d'interrogatoire, l'air semblait se refroidir au fur et à mesure qu'Elias avançait. Il n'avait pas besoin de hausser la voix. Ses mots tombaient avec le poids de ce qu'ils contenaient. Après cette apparition, nous n'étions plus un groupe. Nous étions 5 corps, mais nos esprits étaient ailleurs. L'île avait semé la peur, puis le doute. Et le doute est plus dangereux que la peur. Camille fut la première à perdre pied. Elle répétait que Jonas ne pouvait pas être vivant, que ce n'était qu'une hallucination collective. Pour elle, tout devait avoir une explication rationnelle, le stress, la fatigue, la suggestion. La raison lui servait de bouclier fragile. À l'inverse, Hugo commença à croire. À croire Jonas. À croire que l'île pouvait offrir un choix. Il disait que si Jonas avait survécu, c'est qu'il avait accepté quelque chose. Qu'on devait comprendre ce qu'il avait compris. Les deux camps se formèrent naturellement. Camille et Sarah, du côté de la raison. Hugo, glissant vers l'irrationnel. Maëlys, au milieu, perdu. Elias, observateur, tentant de maintenir l'équilibre qui se fissurait. C'est dans le silence que tout se joue. Pas dans les cris. Dans ces secondes où chacun pense seul, et imagine le pire. Lorsque minuit approcha, un détail glaça leurs veines. Le cercle de coquillages avait changé encore une fois. Ils étaient maintenant 4. Et cette fois, les coquillages n'étaient plus blancs. Certains étaient teintés d'une couleur sombre, brunâtre, comme si quelqu'un ou quelque chose les avait imprégnés de terre, ou de quelque chose d'autre. Camille voulut courir vers la plage pour les détruire, mais Sarah l'arrêta. Et si c'est ce que l'île attend? Et si on aggrave les choses? Hugo, lui, observait le cercle avec une étrange fascination. Peut-être qu'il ne faut pas les briser. Peut-être qu'il faut entrer dedans. Maëlys s'éclata en sanglots. « Arrête, tu me fais peur. » Elias se rapprocha d'elle, lui prit les mains. « On reste ensemble. C'est notre seule chance. » Mais ces mots n'avaient plus le pouvoir de convaincre. La nuit s'avançait, épaisse, oppressante. Les bruits de la forêt devinrent des chuchotements, des imitations imparfaites de leur propre voix, comme si l'île rejouait leurs conversations précédentes, les mixant, les déformant. Elle utilisait nos souvenirs contre nous. L'île fouillait nos têtes. Une branche craqua. Tous sursautèrent. Une silhouette passa entre les arbres, trop vite pour être identifiée. Puis une seconde. Puis une troisième. Pas humaine. Ou trop humaine pour être sauvage. Camille murmura, les yeux écarquillés. Ils sont plusieurs, maintenant. Jonas n'est pas seul. Hugo se leva soudain, décidé, comme si une certitude nouvelle avait germé en lui. Je vais lui parler. Je dois comprendre. On ne peut pas rester dans l'ignorance. Sarah se mit devant lui. Tu es fou. Il veut nous attirer. Tu ne vois pas. Et si c'était notre seul moyen de survivre? Cette phrase fut le point de rupture. La dispute explosa. Des cris, des accusations. La peur alimentait la colère, et la colère nourrissait l'île. Elias tapa du poing sur le sol. Arrêtez. C'est exactement ce qu'elle veut. Nous diviser pour choisir plus facilement. Mais les mots n'avaient plus d'impact. L'île avait planté ses racines dans leurs esprits. Hugo fit un pas vers la forêt. Je reviens. Avec la vérité. Elias lui agrippa le bras. Si tu pars maintenant, tu ne reviendras pas. Hugo le regarda, et dans ses yeux, il n'y avait plus la peur, seulement une résolution froide. Alors je reviendrai autrement. Il lâcha la prise d'Elias et s'enfonça dans l'obscurité, suivant le murmure hypnotique qui l'appelait. Ils entendirent son pas s'éloigner, puis plus rien. Juste le souffle du vent. Quand le silence est revenu, nous savions. Nous n'étions plus 5. Nous étions 4. Dans la salle d'interrogatoire, Elias ferma les yeux longtemps avant de murmurer. Ce n'est pas l'île qui nous prenait. C'est nous qui, peu à peu, nous offrions. Le départ de Hugo laissa un vide plus pesant que sa présence ne l'avait jamais été. Pendant plusieurs minutes, personne n'osa parler. Comme si le simple fait de prononcer un mot risquait de t'attirer l'attention de l'île.
À partir de cet instant, l'île a changé de méthode. Elle n'essayait plus de nous attirer. Elle voulait que nous nous offrions. La lanterne éclairait faiblement leur visage. Camille tremblait, les yeux fixés sur l'obscurité, prête à hurler au moindre mouvement. Sarah tenait un bâton, le serrant si fort que ses jointures devinrent blanches. Maëlys était prostrée, répétant par moments des bribes incohérentes, comme si elle essayait de rester consciente de sa propre identité. Elias, lui, surveillait l'obscurité, cherchant à distinguer la réalité des illusions que l'île leur soufflait. Puis, une voix apparut pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du camp. Pourquoi lutter? Ils se retournèrent d'un bloc. La voix venait de derrière eux. Douce, féminine. Camille porta une main à sa bouche. C'était sa propre voix. « Vous entendez » murmura-t-elle, horrifiée. Oui. Tous l'avaient entendu. L'île n'imitait plus leurs proches, elle commençait à les imiter eux-mêmes. C'est ainsi qu'elle brise l'esprit. Quand vous ne savez plus si ce que vous entendez vient de l'extérieur ou de vous, expliqua Elias, la mâchoire crispée. Un bruit de pas lent, irrégulier se rapprocha. Un craquement de branches. Puis, un souffle. Sarah leva son bâton, prête à frapper. Une silhouette se matérialisa dans le halo tremblant de la lanterne. Pas Jonas. Pas Hugo. Une silhouette plus petite, frêle, les cheveux devant le visage. Maëlys se mit à trembler. « C'est moi !» La silhouette leva la tête. C'était effectivement Maëlys, mais son visage était vide, dépourvu d'expression, comme un double sans âme. Elle fixait le groupe avec des yeux éteints, sans cligner, comme si elle observait à la fois tout et rien. Camille recula, pétrifiée. « Non, ce n'est pas possible. » Le double de Maëlys avança d'un pas, puis un second. Mais ses pieds ne touchaient pas le sol. Elias comprit, ce n'était pas une apparition destinée à effrayer. C'était une invitation. L'île leur montrait ce qu'il deviendrait s'il acceptait. La silhouette tendit la main vers Maëlys, un geste imitation parfaite, mais nu, mécanique, comme un écho imparfait. « Viens !» souffla le double, avec la voix de Maëlys, mais sans chaleur, sans âme. Maëlys hurla, se couvrant les oreilles. « Je ne suis pas toi. Je ne suis pas toi. » Le double s'effaça lentement, comme dissipé par le vent, se fragmentant avec les ombres. Sarah éclata en sanglots. « On doit sortir de là. On doit sortir de là. » Mais la vérité était implacable. Il n'y avait nulle part où aller. Il restait encore 2 nuits avant que le bateau ne revienne. Camille se leva brusquement, attrapant le sac à dos. « Je reste pas ici. Je m'en vais. Je préfère mourir en courant que rester assise à attendre que ça nous prenne. » Sarah la retint. « Et tu vas aller où? Tout est forêt, falaises et mer. Je trouverai un moyen. » Maëlys, le regard brisé, murmura. « Et si c'est ce que l'île veut, qu'on se disperse, pour nous prendre plus facilement. » Elias parla avec une dureté qu'il n'avait jamais eue auparavant. « On ne se sépare pas. Jamais. L'instant où l'un de nous est seul, il est perdu. » Mais Camille secoua la tête. « Perdu pour perdu, je refuse de finir comme ça. Comme Maëlys l'a vu. » Elias la regarda longuement. Il savait que si elle partait, elle ne reviendrait pas. « Tu veux la vérité, » dit-il enfin. « On ne mourra pas tous. L'île ne veut pas seulement des corps. Elle veut un choix. Elle veut un volontaire. » Cette phrase fit l'effet d'un coup de tonnerre. Maëlys leva les yeux. Sarah lâcha son bâton. Camille, livide, répondit d'une voix brisée. « Alors c'est ça. Le but de Jonas. Et maintenant de Hugo. Trouver celui qui offrira les autres en échange de sa propre survie. » Elias ne répondit pas. Parce qu'au fond, oui. C'était exactement ce que l'île attendait. Dans la salle d'interrogatoire, le commandant Lefebvre griffonnait des notes frénétiquement, mais aucune explication logique ne tenait. Tout ce qu'Elias racontait échappait au cadre rationnel. Pourtant, chaque mot semblait trop précis, trop vécu, pour être un simple délire. « Continuez. Que entendez-vous par volontaire » demanda Lefebvre. Elias se passa une main tremblante sur le visage. « Vous verrez, rien n'est volontaire. Pas vraiment. L'île vous façonne pour décider à votre place. » Il reprit. La tension était palpable dans l'air du camp. Le silence avait une épaisseur presque matérielle, comme si chaque respiration risquait de fissurer quelque chose qu'il valait mieux laisser intact. Camille resta debout, dos tourné aux autres, prête à fuir. Sarah essayait de se calmer, mais ses mains tremblaient sans arrêt. Maëlys, recroquevillée contre Elias, semblait s'effacer. Puis, sans avertissement, une lumière apparut dans les bois.
Pas la lanterne. Pas le feu. Une lumière froide, blanche, immobile, comme un phare minuscule suspendu entre les arbres. Sarah la vit en première. Vous voyez ça? La lumière restait fixe, à hauteur d'homme, semblant attendre. Camille recula, horrifiée. Non. C'est un piège. On ne va pas là-bas. Mais Maëlys leva la tête, les yeux soudain attirés, presque hypnotisés. Je crois que quelqu'un a besoin d'aide. Sarah la retint immédiatement. Ne t'approche pas. Elias scrutait cette lueur. Elle n'avait rien de naturel. Pas de source visible. Pas d'ombre portée. Comme si l'île tentait une nouvelle approche, plus douce, plus subtile. Puis la lumière bougea, lentement, s'éloignant de quelques mètres, puis s'arrêtant de nouveau. Elle attirait. Voilà comment elle choisit. Elle ne prend pas. Elle appelle. Et celui qui répond n'est déjà plus lui-même. Camille éclata. On doit fuir l'île maintenant. On n'attend pas le bateau, on nage, on construit un radeau, n'importe quoi. Sarah secoua la tête, au bord de la panique. Tu n'as pas compris. L'île ne nous laissera pas partir. Alors tu veux qu'on attende comme des agneaux, répliqua Camille, la voix cassée. La lumière avança encore de 2 mètres. Puis s'arrêta. Cette fois, elle scintilla comme si elle choisissait. Et ce fut Maëlys qui la ressentit en plein cœur. Elle se leva, malgré la main d'Elias sur son bras. Si je y vais, vous serez libre? Peut-être que c'est ça. Peut-être qu'elle veut juste un seul d'entre nous. Non, cria Elias. C'est ce que Jonas pensait aussi. Et il est revenu, changé. Tu ne comprends pas, ce n'est pas un sacrifice, c'est une transformation. Maëlys sourit tristement. Je ne suis plus forte comme vous. Je n'ai plus de pensée claire. Je suis fatiguée. Peut-être que ce sera plus simple si... Ces mots s'effilochèrent. Elle avança d'un pas vers la lumière. Camille voulut l'attraper, mais Elias l'en empêcha. Si tu la retiens de force, c'est toi que l'île prendra. Sarah se tourna vers lui, le visage ravagé. Comment tu sais ça? Elias baissa les yeux. Parce que, je l'ai ressenti. L'île me l'a murmuré. Dans ma tête. Un silence de mort tomba. Il l'avait avoué, l'île lui parlait déjà. Camille s'éloigna de lui, révulsée. Toi aussi, tu entends des voix? Pas des voix, des intentions. La lumière s'éloigna encore, comme une main tendue. Maëlys fit un deuxième pas. Sarah craqua. Elle se jeta devant Maëlys, lui bloquant le passage, les larmes coulant à flots. Tu ne partiras pas seul. Si tu vas là-bas, je viens avec toi. La lumière scintilla à nouveau. Comme satisfaite. Elias comprit alors quelque chose de fondamental. Elle ne veut pas un sacrifice. Elle veut qu'on choisisse qui perdra quelqu'un. Elle veut briser un lien. C'est ça son premier choix. Le visage de Sarah se décomposa. Camille recula d'horreur. La lumière s'intensifia, comme pressante. L'île exigeait que quelqu'un laisse partir Maëlys, ou l'arrête en faisant un autre choix. Un lien devait être rompu. Et dans ce silence, une voix pas d'un humain souffla entre les arbres, comme un verdict. Une restera. Une partira. À vous de décider. Les jours suivants, l'équipe resta volontairement sur l'île afin d'observer Armand dans un environnement qu'il connaissait trop bien. La gendarmerie maritime avait installé un périmètre, mais lui, assis sur un rocher face à la mer, semblait étrangement en paix. Il observait l'horizon comme s'il attendait quelque chose, ou quelqu'un. Aucun remords visible. Aucun trouble. Juste cette certitude froide dans le regard. Le 5e jour, à l'aube, le lieutenant Morel se rendit près de lui, espérant briser enfin son silence. Armand tourna lentement la tête vers elle, puis désigna du menton un point au large, invisible à l'œil nu. « Ça recommence », murmura-t-il. Morel sentit sa peau se serrer. « Qu'est-ce qui recommence, Armand ?» Il sourit, lentement, comme un vieil homme lassé d'expliquer le même secret à des enfants qui ne comprennent jamais. Le cycle. Chaque fois qu'ils entendent le premier cri, ils reviennent. Vous croyez que j'étais le bourreau? J'étais l'offrande. Le premier. Celui qu'ils ont choisi. Il s'interrompit pour gratter la terre du bout de ses ongles, dévoilant un éclat d'os qu'il écarta du pied, comme un débris insignifiant. Morel, tentant de garder contenance, reprit. Tu mens parce que c'est plus facile que d'affronter ce que tu as fait. Armand secoua la tête. Vous savez déjà que je n'ai pas menti. Sinon, pourquoi avoir envoyé vos hommes vérifier la grotte hier soir? Elle fut incapable de répondre. Il savait. Il avait senti leur présence, comme si l'île l'informait de chaque pas posé sur elle.
La journaliste Ingrid, témoin à distance, notait frénétiquement chaque mot. Elle se tenait légèrement en retrait, comme une invitée clandestine sur une scène trop grande pour elle. Son équipe, jusqu'ici sceptique, n'osait plus plaisanter. Quelque chose sur cette île semblait dévorer la légèreté. Au coucher du soleil, les techniciens scientifiques revenaient du laboratoire mobile avec les premiers résultats. Les prélèvements effectués dans la grotte étaient clairs, ADN humain, plusieurs profils distincts, mais c'était ce qui glaça les esprits, certains fragments d'os dataient d'époques différentes. Pas seulement du groupe de touristes. Des décennies. Certains même prédatant l'arrivée d'Armand sur l'île. Cela remettait en question toute la version criminelle isolée. Soudain, un cri retentit depuis la plage nord. Un des gendarmes appelait au secours. L'équipe accourut. On retrouva le soldat assis par terre, livide, incapable de parler. Devant lui, tracés dans le sable humide, des symboles circulaires, parfaitement dessinés, comme marqués par une main experte ou par un objet lourd traîné au sol. Pourtant, aucune empreinte de pas autour. Le sable, intact, n'avait enregistré le passage de personne. Morel, déjà sur les nerfs, tenta de rationaliser. La marée a formé ça. Le vent, quelque chose de naturel. Mais personne ne l'a cru. Le soldat, fixant encore les cercles, finit par articuler dans un souffle. Je les ai entendus. Juste derrière moi. Des voix. Comme des chuchotements, qui venaient de sous le sable. Armand, resté à distance, lança calmement. Vous voyez ? On finit tous par entendre l'île. Elle parle à ceux qu'elle choisit. Ce soir-là, personne ne ferma l'œil. L'air semblait plus lourd, chargé d'une présence invisible. Ingrid réécouta ses enregistrements. Sur les pistes audio captées lors de l'interrogatoire de la veille, un grondement lointain apparaissait par intermittence, comme un chant à peine audible. Pourtant, il n'y avait eu aucun bruit ce jour-là, du moins pas humain. Elle réécouta encore. Au casque, volume maximum. Derrière la voix d'Armand, quelque chose se glissait. Une syllabe répétée, basse, profonde, presque un souffle. Pas un mot français. Pas vraiment un mot humain non plus. Elle retira son casque, le cœur battant, et regarda la mer par la vitre du bungalow. L'eau était parfaitement immobile. Trop immobile. Elle eut alors la sensation inexplicable que quelque chose, sous la surface, venait de lever les yeux vers elle. Cette nuit-là, un vent glacial se leva sans prévenir, fouettant les parois des bungalows préfabriqués installés par l'équipe d'enquête. Les volets claquaient, les lampes vacillaient, et chaque membre du personnel avait la sensation diffuse d'être observé, même dans l'obscurité la plus totale. Vers 3 heures du matin, Ingrid se redressa brusquement dans son lit, réveillée par un bruit humide, répétitif, semblable à quelqu'un qui marche pieds nus sur un sol détrempé. Elle resta immobile, respirant par petites goulées, tendant l'oreille. Le bruit se déplaçait lentement dans le couloir, comme si une présence traînait ses pieds, frôlant les murs. Puis, un second son l'accompagna, un clic sec, régulier, comme des ongles qui ripaient sur le bois. Ingrid se leva et approcha la porte, le cœur battant si fort qu'il couvrait presque les bruits extérieurs. Elle colla son œil à la fente. Rien. Un couloir plongé dans la pénombre. Pourtant, la sensation persistait. Quelque chose se tenait juste derrière la fine cloison, immobile, attentif à ses mouvements. Et puis, soudain, comme si cette entité invisible avait compris qu'elle était observée, le bruit cessa d'un coup. Le silence devint étouffant. Pas un souffle. Pas même le vent. Juste l'attente. Au petit matin, l'équipe se réunit, visiblement secouée. Plusieurs membres avaient vécu des phénomènes similaires. Des chuchotements, des ombres glissant sous la porte, des bruits venant du sol comme si quelqu'un rampait dessous. Le capitaine Renaud tenta de maintenir l'ordre avec fermeté, mais lui-même tremblait en dissimulant une main dans sa poche. Sa peau portait, sur l'avant-bras, 3 marques rouges parallèles, fines, comme tracées par des doigts trop longs. Au centre du campement, Armand observait tout. On aurait dit qu'il se nourrissait de cette peur grandissante. Pas avec joie, avec reconnaissance. Comme si elle confirmait une prophétie déjà écrite. Vous comprenez enfin, dit-il d'une voix calme, presque tendre. Ce n'est pas moi l'ennemi. Je suis leur mémoire. Leur voix. Celui qui reste pour raconter. Sans moi, vous ne comprendriez jamais pourquoi ils reviennent chaque fois que la mer est rouge au couchant. Il marqua un silence, puis ajouta, « Il vaudrait mieux partir avant ce soir. Vous n'avez pas été choisi. Pas encore. » Morel explosa, exaspéré par son mysticisme. « Tu joues avec nos nerfs, Armand. Tu utilises la peur que tu as semée. Mais nous ne tomberons pas dans ton histoire de cycle édilenté.